Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Lorinquer et vous êtes bien sur le podcast dédié à l'industrie 4.0 d'OSS Venture pour parler de la transformation vers l'industrie du futur et la convergence entre les mondes du manufacturing et de la tech. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir l'actualité de l'industrie 4.0 et de l'intelligence artificielle dans le manufacturing. Donc après une petite pause, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour notre 19e webinaire avec un sujet et un invité un peu particulier. En effet, il s'agit à mes yeux d'un des précurseurs de la convergence entre la donnée industrielle et l'automatisation qu'il a commencé à mettre en œuvre il y a plus de 15 ans dans une très très belle société. Donc j'ai donc l'honneur et la chance de recevoir Patrick Viry, responsable de l'automatisme et de l'informatique industrielle de Groupe Schmitt. Bonjour Patrick, comment vas-tu ? Bonjour Philippe, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Écoute, très heureux de te recevoir. Moi, ça fait quelques temps que je vous cours après. Donc, je tiens à te remercier d'abord de prendre du temps pour échanger avec moi. Comme d'habitude, on va passer un petit moment ensemble. Alors, on va d'abord parler de toi, ta vie, ton œuvre, d'où tu viens, où tu vas. On va parler de Groupe Schmitt, on va parler d'automatisation, on va parler de données industrielles. Donc, plein de sujets qui nous tiennent à cœur. Mais avant cela, j'aimerais qu'on commence par apprendre à te connaître. Donc, tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Patrick Viry, j'ai fait une école d'ingénieur à l'INSA de Lyon en génie électrique. Et après donc des études techniques dans l'automatisme, je me suis dirigé forcément vers ce milieu-là. J'ai toujours été passionné d'automatisme. J'ai découvert ça finalement au lycée quand j'ai fait une seconde TSA productique où j'ai commencé à automatiser finalement mes premiers feux tricolores. Non. Ça, c'est intéressant. Et franchement, cette filière TSA productique aujourd'hui, qui a un petit peu été renommée, remaniée, elle avait vraiment l'intérêt de mettre le pied à l'industrie et à tous les domaines. Et je suis vraiment content d'être passé par là. Qu'est-ce que tu as appris dans cette filière ? Je dirais le goût de l'industrie et du terrain. D'accord. C'était vraiment dans ce lycée-là. Donc après, j'ai fini sur un bac E. L'approche terrain de l'automatisme, la mécanique. On avait même fait alors c'était un lycée qui faisait aussi du bois. Ah oui ? Je retourne dans le bois aujourd'hui chez Schmitt, où on avait fait un jeu d'échecs. C'est le destin, hein. Un jeu de morpion en bois, quoi. Voilà. Donc après mes études en génie électrique, donc j'ai intégré une belle entreprise qui était une petite entreprise vraiment individuelle, un artisan qui était expert dans ce domaine sur la partie filtration, embouteillage, et donc je suis rentré dans le vin et dans le domaine de l'embouteillage. Donc ça, c'était franchement sympa. Je me suis éclaté pendant 8 ans à aller sur les routes finalement de France. Donc, c'était fabriquer de la machine spéciale pour les embouteilleurs, c'est ça ? Donc c'était un bureau d'automatisme et d'armoires. On fabriquait aussi des armoires électriques. D'accord. C'est souvent de la très très haute cadence. Alors ça dépend des machines, tu vas me dire, et de la destination, mais ça peut aller très 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 vite. Alors ça peut aller très très vite. Nous on était sur un marché plutôt de l'embouteillage, plutôt moyenne cadence dans le domaine du vin. D'accord, donc là c'est très saisonnier, quoi. Voilà. Alors sur le convoyage, je suis intervenu sur des cadences un peu plus importantes, mais dans le domaine du vin, on était aussi sur tout le process de filtration du vin et nettoyage en place, qui est assez pointu et voilà. Donc là, j'ai pu naviguer dans nos belles régions de France, Côtes-du-Rhône, Champagne, Beaujolais. Ouais. J'ai l'impression que tu as vécu des moments difficiles, hein, ça a été compliqué, ouais. Et franchement, donc au bout de 8 ans, voilà, j'avais pas mal bourlingué. Des enfants à la maison avec une épouse infirmière où l'organisation déplacement, travail. Le travail de nuit parfois ou de tôt le matin. J'ai dû faire un choix et j'ai saisi une opportunité pour passer du vin à la cuisine en intégrant Schmitt Group au bout de
2008. C'était vraiment. Comment t'as trouvé par annonce, par cooptation C'est ma femme qui m'a dit tiens, regarde dans les DNA, il y a un poste pour toi. Donc le DNA, c'est le journal local. Un peu par hasard. Alors j'avais un copain de lycée qui bossait déjà. Ce qui m'a surtout intéressé, c'est que la partie automatisme, c'était ma zone de confort. La partie informatique industrielle, je commençais à y toucher, mais la partie était beaucoup plus importante chez Schmitt et je m'en suis rendu compte aussi avec le temps. Et c'est vraiment ce qui m'a botté, ce qui m'a poussé à passer le cap. Donc, tu arrives chez Schmitt parce qu'il y a Schmitt aujourd'hui, il y a Schmitt il y a 15 ans. Quand tu arrives, donc j'imagine la situation n'est pas du tout la même que ce que vous vivez aujourd'hui, mais il y a déjà une vision, une ambition autour de ce que vous voulez faire, de ce que l'entreprise voulait faire autour de l'automatisation. Et on va voir pourquoi c'est important sur la partie business model, ou c'est vraiment c'est débutant, c'est en train de se construire? Alors je dirais qu'on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il y a un boulot énorme qui a été fait par les équipes avant moi, par toutes les équipes. La partie automatisme informatique industrielle, nous sommes un acteur, mais nous ne sommes qu'une petite partie de toute la chaîne de travail des équipes de l'entreprise. Et donc on est à la croisée des chemins dans le sens où finalement quand je suis arrivé, c'était l'aboutissement du vaisseau amiral de ce qu'on a appelé nous le vaisseau amiral de l'entreprise, l'industrie amirale, qui était le site de U2. D'accord. Qui a été fondé en 2008. Et donc, quand je suis arrivé, les premières machines arrivaient. Et d'accord, c'était pas encore en place, quoi. La vision était là, mais il fallait que ça marche, quoi. Il y avait quand même pas mal de choses qui étaient déjà bien ancrées sur le quoi. On a surtout travaillé sur le comment encore dans les actions, même s'il y avait déjà des bases solides. Il y avait déjà des bases solides et le concept était déjà pour partie bien défini. Pour autant, comme tu l'as dit, entre la théorie et le pratique, il y a des fois un gap. Et il a bien fallu s'adapter et tout ne pouvait pas être finalisé aux petits oignons. Et ça, c'est ce qui m'a animé pendant les 4-5 premières années dans l'entreprise. Alors, là, c'est génial parce que tu as abordé U2. Depuis tout à l'heure, on commence à parler vision. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Schmitt avant U2, de l'état de santé de l'entreprise, de ce qui l'a amené à réfléchir à U2, pourquoi U2, et à quel point c'était critique pour la survie de l'entreprise ou pas. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce projet? Oui, alors en quelques mots, ça fait 30 ans que Schmitt a fait un virage réellement numérique dans l'hyper-personnalisation de son offre. Et donc, depuis toujours, quand vous entrez dans un magasin Schmitt, vous allez Schmitt, Cuisinella, toutes les marques du groupe. Aujourd'hui, on en a 2 autres qui ont été créées depuis, mais les plus connus pour le grand public sont Schmitt et Cuisinella. Quand vous rentrez dans ces magasins, vous saisissez, vous allez voir votre concepteur vendeur qui va vous proposer votre cuisine, votre aménagement de l'habitat, votre salle de bain, à votre goût, aux dimensions de votre pièce, avec un choix d'options et de coloris qui sont assez larges, ce qui fait que votre offre elle est unique. Elle rentre dans un système numérique qui fait que sans reprise en main, les données arrivent jusqu'aux machines. Donc toute cette partie-là, ça a été développée. Donc de la boutique à la machine, c'est direct? Alors c'est direct pour, je dirais 95% du flux. Alors bien sûr, il y a toujours quelques options, quelques petites particularités parce que vous voulez un arrondi particulier sur votre plan de travail et donc là, il faut une reprise en main. Mais la décomposition, elle est automatique, ce qui fait que le gros volume de données, il passe par différents systèmes. Et le nombre de couches est relativement impressionnant. Je ne me suis jamais amusé à les compter, mais il y en a un certain nombre pour que, entre le souhait du client et ce qui arrive à la machine, ça se passe sans couture. D'accord. Moi, j'avais vu des interviews de certains de tes collègues
Il y avait deux données qui m'avaient collé. La première, alors je dis ça de mémoire et peut-être que je me trompe, c'est que le nombre de références, le nombre de combinatoires possibles, c'est 10 puissance 14, ce qui fait beaucoup de zéros. Et le deuxième, c'est que pour l'essentiel des références, la taille du lot, c'est 1. Alors, on a l'habitude, alors on a pas mal de fournisseurs allemands et une des premières choses que j'ai appris quand je suis arrivé chez Schmitt, c'est deux termes que dans le domaine dans lequel je bossais avant, je ne connaissais pas. C'est production à la contre-marque, c'est cette notion de production à la taille de lot 1. Et chez nos copains allemands, ils appellent ça le Hausgrosse 1, quoi, ou Batch Size 1. Hein, mais voilà. Et donc ça, c'est vraiment la quintessence de cette architecture numérique, puisque finalement, la commande, le meuble, le composant que le consommateur va commander, il est unique et on ne produit pas sur stock. Et ça vous a permis de survivre entre des low-costers et des marques prestige, c'est ça? Donc ça, c'est une marque depuis des années. C'est un virage qu'a pris l'entreprise il y a un certain nombre d'années qui effectivement fait que on a ces marques-là qui sont devenues leaders en France et qui sont restées leaders en France. Donc elles n'étaient pas quand on a été créées dans les années 90, c'était pas le cas. Il y avait d'autres acteurs du marché qui étaient leaders. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc on est leader maintenant. C'est clair que la concurrence est forte et on doit garder maintenant cette distinction et cette différenciation pour rester une marque impactante pour le consommateur. Tu penses que sans cet outil industriel, aujourd'hui, Schmitt serait encore ce qu'il est ou ça aurait été compliqué? Je pense que ce serait compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acteurs pour faire du low cost, ça existe. Quoi, hein. Ouais. Maintenant, quand je regarde l'offre, et on le voit aussi sur les dernières années, quand tu regardes l'offre, si tu fais le parallèle avec l'automobile, la personnalisation, le fait d'avoir ton toit à la couleur que tu veux, ton capot à la couleur que tu veux. Ouais. Il y a un certain nombre de personnalisations qui sont venues sur le marché, qui je pense qui demandent qui répondent à une attente du consommateur. Donc voilà. Et tu peux nous faire un peu on va un peu suivre la truite qui remonte le ruisseau, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la donnée circule? Alors, en disclosant ce dont tu peux parler uniquement, évidemment, hein, mais je suis dans mon magasin, j'appuie sur le bouton, j'ai fait mon plan, tout est personnalisé, j'ai mes façades intérieures, extérieures, donc voilà, je suis content, j'ai ma cuisine, j'appuie sur le bouton depuis l'agence Schmitt. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comment ta donnée circule pour aller jusqu'à la prod? Combien de temps ça prend? Alors ça passe par différentes couches où on va décomposer finalement la commande pour en définir. Alors il y a une partie planification de la production bien entendu, ouais. Qui va me planifier pour optimiser les tournées de camions et de livraison vers notre plateforme. Donc ça c'est la première couche. Après derrière la décomposition de la commande finalement. Qui va générer des données, qui vont déverser ça dans un MES et qui vont après derrière alimenter les machines. Voilà, de manière très très macro, on passe par ces différents systèmes qui ont chacun leur rôle et la plupart sont des systèmes qu'on a dû développer maison. Il n'y a pas une base, même le MES, vous n'êtes pas parti sur une base marché, entre guillemets, tout a vraiment été, l'essentiel a été développé maison? Alors, on s'était posé la question, mais aujourd'hui, on l'a développé maison. D'accord. Je pense que j'ai envie de dire, c'est à l'image de ce qu'on fabrique, c'est du sur-mesure. Ouais. Alors, c'est marrant parce que ça me fait, en termes de référence, ça me fait penser un peu à Tesla qui a fait pareil, le même choix à un moment donné de prendre le contrôle de son outil d'informatique industrielle et de le créer lui-même parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il voulait sur le marché. Tesla, c'est à peu près 15% des effectifs qui sont à l'IT. Alors, IT au sens large, hein, de commercial comme industriel.
Je crois que vous êtes sur des ratios à peu près comparables, je dis pas de bêtises. Ouais, un petit peu plus faible, mais ouais, on est, je pense par rapport à d'autres entreprises, on est plutôt sur le haut du panier de par cette conception, bien entendu. Ouais. Tu parlais de la planification de la production. Vous avez une grosse partie de votre métier, c'est de découper. Qui dit découpe dit chute. Vous avez réussi à optimiser les découpes pour optimiser les chutes, c'est-à-dire potentiellement il y a une boîte dans le tissu qui fabrique des machines qui s'appelle Lectra, qui est capable de te mélanger sur un même tapis de tissu des productions différentes pour optimiser les chutes. Donc, tu as 3 OF qui sont faits sur le même lait de tissu. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous êtes capable de faire, sur lequel vous travaillez? Ça fait partie, c'est un des nerfs de la guerre. Donc là, on a des équipes qui travaillent là-dessus, sur l'optimisation finalement de la matière. Et il y a X manières de le faire et il y a toujours des choix à faire dans la conception des lignes de production. Puisque d'un côté, si tu massifies ce que tu vas produire, tu vas réussir à mieux imbriquer tes pièces. Ouais. D'un autre côté, si j'imbrique, potentiellement, j'ai un impact sur la cadence ou sur le niveau de stockage que je vais avoir parce que les pièces que je vais produire, j'en ai pas forcément besoin tout de suite. Enfin, Ouais. Un choix ou un ensemble de choix pour répondre à ça. Mais bon, c'est clair que ça, c'est quelque chose sur lequel on investit régulièrement, qui nous tient particulièrement à cœur. Alors même si les chutes, on les utilise pour nous chauffer, ça fait partie de notre politique RSE aussi. Oui. Donc, dans nos ateliers, dans nos usines et dans nos bureaux, on utilise cette matière et le surplus est également recyclé. Mais pour autant, voilà, ce qu'on peut éviter, ce sera aussi autant de tonnes CO2 dans le transport qu'on peut éviter. Vous faites de l'aggloméré, certaines planches sont agglomérées, et il n'y a pas cette capacité à rebroyer des planches pour refaire de l'aggloméré et de faire du circulaire de ce côté-là ou... Aujourd'hui, on a même développé une gamme 100% recyclable dans une partie de notre gamme, où donc on travaille des fabricants de panneaux qui recyclent une partie de ces chutes. D'accord. Et si je reprends la comparaison avec le tissu, donc dans le textile, ils mettent des draps les uns sur les autres pour faire des découpes et découper 10 pièces en même temps. Vous faites la même chose sur le bois ou c'est trop compliqué? Alors, ça se fait si tu fais la production de série. D'accord. Tu retrouves X fois la même dimension de pièce et je peux m'imaginer que dans le tissu, ça peut arriver parce que des t-shirts taille M, voilà. Oui. Dans notre cas, c'est plus compliqué pour les raisons que j'expliquais avant. Donc ça, aujourd'hui, on ne le fait pas. Non. D'accord. Okay. Donc tu disais, vous avez tout développé. Donc vous avez développé votre outil d'ordonnancement. Vous avez développé vos outils de communication entre le MES et les machines. Quels sont les grands blocs que vous avez réussi à développer que vous n'avez pas trouvé sur le marché? Alors en fait, il y a un certain nombre de blocs ou de fonctions qu'on a développées. Alors soit nous en interne, je te le disais avant, notamment avec des briques MES. Et après, derrière, on s'est aussi appuyé pas mal sur des fournisseurs dans le domaine qui ont développé avec les machines les blocs fonctions dont on pouvait avoir besoin. Donc c'est toujours un mix finalement entre cette partie développement interne, cette partie co-construction finalement avec nos fournisseurs pour avoir les bons outils sur les bons niveaux. C'est un chemin qui a commencé il y a 30 ans, tu le disais tout à l'heure, qui s'est accéléré avec Q2 il y a 15 ans quand tu es arrivé. J'imagine que ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
Voilà, je te vois regarder vers vers le haut. Il y a un certain nombre de souvenirs qui te reviennent, là, je le sens. Oui, Quels sont les grands obstacles que vous avez été amené à passer? Et si aujourd'hui tu devais, sachant tout ce que tu sais, parce que évidemment vous avez beaucoup appris en faisant, quelles seraient les erreurs, les bêtises ou les options que tu prendrais différemment? Alors, je pense qu'on a beaucoup, effectivement, beaucoup appris. Euh, la, des erreurs, on en a certainement fait. Je pense qu'une de nos forces, c'est qu'à chaque fois, on se pose la question et on a cette culture du retour d'expérience pour voir comment est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Oui, bien sûr. Il y a eu différentes occasions pour le faire. Donc, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui, alors c'est toujours perfectible, mais c'est quelque chose d'assez rodé. Qu'est-ce que je ferais différemment? Je pense que la question, on se la pose à chaque fois et à chaque nouveau projet, on en met une partie en œuvre. Donc, on a eu l'occasion à chaque fois de faire les choses différemment, même si le contexte est différent, même si les lignes sont différentes. Et j'ai pu avoir cette chance de pouvoir finalement tester, pouvoir mettre en œuvre les choses un peu différemment pour que ce soit plus efficient. D'accord. Il y a un élément qui a dû être critique autour de votre capacité à passer à l'échelle d'une production certes personnalisée, mais de haute cadence et de masse. Ça a été la structuration de la donnée. Ça a été un gros chantier. Ça vous a pris du temps. Comment vous y êtes pris? Euh, Là encore, euh, finalement, moi quand je suis arrivé en 2008, je me souviens, j'arrive pendant les travaux de congé. Donc, travaux de congé chez nous, c'est toujours des opérations parfois à cœur ouvert. Et j'en ai vécu parfois à finir le 15 août au soir à 23 heures à finir de démarrer une machine pour que on puisse redémarrer et livrer nos SAV qu'on devait commencer le lendemain matin à produire. Donc, c'est Just in toujours time. voilà, just in time. Comme ce qu'on produit. Donc ça, c'est des souvenirs où ça fout des équipes aussi parce que il y a beaucoup d'engagement et de solidarité dans ces moments-là. Euh, et, euh, et après, derrière, finalement, dans cette construction, on l'a fait, on a appris beaucoup en marchant finalement. On n'est pas, alors bien sûr, il y a de la théorie, bien sûr, il y a du concept, mais il y a beaucoup de choses où on a appris, on a testé. Et puis à chaque fois, on s'est dit, ah bah tiens, ce projet, on l'a fait comme ça, la prochaine fois, il faut qu'on le change, il faut qu'on rende les choses plus claires, que ce soit plus maintenable, que ce soit plus facile à comprendre. Et on a vraiment appris, je dirais, en marchant. Et donc euh, c'était avant, et c'était aussi un peu les options en développement logiciel il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était un système qui faisait tout, qui faisait Ouais, papa maman. ouais. C'était un petit peu la ligne directrice et donc on devait avoir finalement un fichier exe qui me gère tout entre le système qui communique avec SAP et puis le temps réel. J'exagère un peu, mais c'était un petit peu la ligne Non, non, directrice. mais je vois très, très bien. Et C'est très années finalement, 2000, ça, hein. C'est un système qui fait papa-maman, le café, etc. Ouais. voilà. Et là, bah, finalement, je pense qu'on est quand même revenu beaucoup de ça. Et finalement, c'est plutôt une agrégation de systèmes qui est aujourd'hui pertinente. Et finalement, c'est de trouver quel est le meilleur système dans son domaine à chaque fois. Et, Ouais. et notre métier, c'est de les intégrer et de les agréger Intégré, ouais. pour qu'ils puissent causer ensemble et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur domaine. Alors c'est hyper intéressant. Alors là, ce que tu dis, c'est du miel à mes oreilles. Hein. En anglais, on dit best of breed. Hein. C'est
être capable d'aller chercher les petits softwares ultra verticalisés qui vont très profondément dans les fonctionnalités pour rendre le meilleur service possible et ensuite d'être capable de les intégrer. La donnée aujourd'hui, elle se déverse dans des data lakes, elle reste dans les softwares, comment elle circule, elle finit à un endroit. Est-ce que c'est toutes les données qui finissent à un endroit? Est-ce que c'est seulement une partie des données? Alors, une partie des données, les données sont dupliquées dans les systèmes là où c'est nécessaire. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, il y a un certain nombre de données qui nous concernent, enfin, dont les machines n'ont pas besoin, on ne va pas les alimenter. Mais là, on pousse quand même pas mal de données qui peuvent s'avérer pertinentes, même s'ils ne le sont pas forcément au démarrage du projet. On se dit, tiens, peut-être celle-là, j'en aurai peut-être besoin plus tard. Donc, on a plutôt tendance à en pousser un peu plus que le besoin initial pour regarder finalement cette capacité de faire évoluer, cette évolutivité de l'installation. Et donc, la donnée, on va plutôt la pousser plus que moins. D'accord. On l'a compris, quand vous vous êtes lancé il y a 15-20 ans, le software industriel vivait dans un autre type d'environnement. Et si vous aviez voulu acheter ce dont vous aviez besoin, vous ne l'auriez pas trouvé. L'écosystème a énormément évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez un peu plus la question du make or buy où la culture, c'est 100% fait maison et on tient l'ownership du code source du début à la fin et c'est tellement cœur de métier qu'on ne veut surtout pas l'externaliser? C'est vrai que c'est un mix des deux. On doit maîtriser notre cœur de métier, c'est sûr. Et ça reste. C'est quelque chose c'est une philosophie qu'on avait et que nous gardons. Et à côté de ça, on se pose bien sûr la question dans tout le domaine logiciel, numérique, digitalisation. On a parlé de la partie MES, il y a toute la partie aussi feedback, tableau de bord et compagnie, où là, le make or buy, il se pose aussi différemment, bien entendu. Dans ce domaine-là, forcément, il y a des choses qui ont beaucoup évolué sur le marché et sur lesquelles on peut s'appuyer. Je suis pas sûr en effet que ce soit à votre intérêt de redévelopper Power BI ou Tableau. La valeur ajoutée pour Groupe Schmitt me saute pas aux yeux. Le plus compliqué, c'est de trouver les bonnes données qui vont être utiles à explorer dans ce lake, dans ce data lake dont tu parlais. Finalement, tellement de données qui peuvent être pertinentes. Parfois, on peut se poser la question de se dire, OK, est-ce que je travaille vraiment sur la bonne data, sur le bon sujet, parce que voilà, il y en a X potentiel, mais ça, je pensais comme à toutes les entreprises et à toutes les industries. Le nombre d'idées qu'on peut avoir pour améliorer, elle est souvent infinie. Le choix. Mais les ressources ne le sont pas, et le temps non plus. Ouais. On parlait justement de la donnée. À nouveau, je reviens dessus. Comment vous vous assurez que la qualité des données soit la bonne? Je précise ma question. Généralement, quand la donnée vient des machines, on a la qualité de la donnée, elle est bonne parce que c'est un automate qui t'envoie ça et bon, bah, l'automate, c'est 0, 1, c'est assez simple. Mais j'imagine que vous devez aussi collecter de la donnée venant d'opérateurs, de team leaders, d'humains. Et généralement, c'est là que tout bascule. Est-ce que vous avez mis en place une gouvernance au niveau de la donnée qui descend jusque sur le terrain? Comment vous assurez cette qualité des données, notamment humaines? Alors, bon, il y a un domaine où on n'est pas trop mauvais, c'est dans la donnée descendante, parce que si une machine reçoit une mauvaise donnée, elle s'arrête. Donc celle-ci, on n'a pas le choix, et donc là, on a cette culture-là, mais pour autant, ça arrive encore. Il y a 15 jours, j'étais sur le terrain, donner un coup de main aux équipes. On avait une valeur de perçage à moins 0,75 et pas moins 0,75 qui m'a fait planter la bécane, quoi. D'accord.
coupé, qui m'a arrêté la production pendant 2-3 heures jusqu'à ce qu'on identifie Oh la que vache. c'était ça qui me faisait planter le système. Donc voilà, après, Quelle horreur. donc, voilà. Donc ça reste. Donc ça, on est très vigilant par rapport à ça, mais ça reste de l'humain, hein, potentiellement dans la configuration ou dans les différentes couches logicielles. Et pour la partie remontante, on a commencé à mettre quelque chose en place dans la gouvernance de données. Ça, c'est un vrai sujet pour que effectivement on puisse exploiter quelque chose qui soit juste, parce que comme tu l'as souligné, si la donnée n'est pas bien caractérisée, tu pourras pas en faire grand chose. Donc on a commencé, mais je pense qu'on a encore du chemin à faire là-dessus. C'est cette organisation, enfin pardon, cette modification, cette transformation, elle est avant tout organisationnelle, elle est supportée par des softwares, elle est comment vous, enfin sans que tu me dises des choses que tu n'as pas le droit de me dire, mais Et je vais enfoncer des portes ouvertes. Hein, quand tu regardes tout dans l'industrie 4.0, 5.0, dans tout ce que tu peux lire dans tous les tours de table, enfin les tables rondes qui peuvent être faites sur le domaine, l'accompagnement au changement, donc l'homme, hyper important. Donc on n'échappe pas à la règle hein, dans ce domaine. La partie technique, c'est pas la partie la plus compliquée. Dire que tout est simple et tout est c'est une autoroute, mais si à partir du moment où on a défini ce qu'il faut faire et aujourd'hui avec la diversité des outils qui arrivent sur le marché, pour certains une certaine maturité qui a bien progressé, c'est plus vraiment c'est pas vraiment le point clé, c'est vraiment la partie humain. ok, eh ben on va continuer sur l'humain. Tu fais partie d'un département qui s'appelle informatique industrielle. Et on a compris à quel point l'informatique avait été est au cœur de la production chez Groupe Schmitt et à quel point enfin, vous arrivez à travailler, à collaborer main dans la main et de façon très étroite. C'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours dans des entreprises. Il y a plein d'entreprises où l'informatique est vécue comme une contrainte par la production parce que on n'a pas le droit de faire telle ou telle chose, parce que tu comprends la cyber, parce que plein de raisons qui bonnes ou mauvaises. Mais la collaboration entre les départements IT et les départements de production sont pas toujours optimales. C'est un euphémisme parfois. Comment vous avez réussi à créer cette culture de collaboration entre ces départements? Ça n'a pas toujours été simple. Alors, moi, j'ai eu la chance d'arriver où ce sujet-là avait été craqué. Mais avant que j'arrive, il y a eu quelques tensions, puisque finalement, le fait de faire rentrer l'automatisation avec ce qui l'accompagne, donc l'informatique industrielle, de plein cœur dans les ateliers, il y a eu quelques discussions autour de finalement rôle-responsabilité qui permettait après derrière d'assurer la continuité de l'ensemble des systèmes. Alors ça a été résolu en bonne intelligence avec finalement de manière très pragmatique de se dire ok, qui est-ce qui avait le plus d'intérêt à piloter et à dépanner finalement les installations. Et c'est là où, quelque part, la partie OT a commencé à s'intéresser très fortement à la partie informatique industrielle parce qu'on était sur du temps quasi réel et où l'informatique nous a accompagnés et a délégué une partie des choses dans le domaine. Et le fait d'avoir dans l'entreprise des gens qui naviguent de l'IT à l'OT dans les services, dans la mobilité interne, fait aussi que chacun comprend, chacun voit
les difficultés, les problématiques des autres. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on n'est pas toujours d'accord, bien sûr que c'est pas toujours simple, bien sûr que on se challenge les uns les autres parce que les enjeux qu'on peut avoir restent colossaux. Euh, mais bon, j'ai le sentiment d'avoir fait de chance dans l'entreprise. Alors, il y a cet esprit quand même, c'est une entreprise familiale, hein, où on a quand même tous le sentiment d'appartenir à la même entreprise. C'est, comme dirait mon chef, c'est écrit Schmin Group, là. Je sais pas si tu vois, là. Je vois, ouais. Chez tout le monde, c'est écrit Schmin Group sur le t-shirt et c'est ça d'abord, avant, et on doit quand même livrer nos consos Ouais. et aller au-delà des barrières qui pourraient c'est l'institution au-dessus des individus et tout le monde a ça en tête et c'est formidable. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il semble y avoir une porosité entre les départements IT et OT qui permettent au sein d'une carrière, d'un parcours de carrière, de passer de l'un à l'autre assez facilement. Et en effet, du coup, on comprend le point de vue de l'autre. Vous avez informatisé énormément de choses. Il y a de la donnée partout. Du coup, se pose la question de la cybersécurité. Alors, c'est à nouveau, sans que tu me donnes tous les secrets de famille, mais si d'un seul coup, il y a une clé USB qui se balade ou un virus qui commence à débarquer, l'usine peut fermer. Comment vous appréhendez ce sujet-là? J'imagine que c'est en haut des priorités. Oui, alors on y travaille depuis un certain nombre d'années. On a mis un certain nombre de choses en place pour rendre l'entreprise résiliente. Voilà, mais je vais pas, comme tu le comprends. Je ne demande pas de rentrer dans les détails. D'un point de vue organisationnel, j'ai vu des organisations où le responsable de la cybersécurité sur un site, c'était le directeur d'usine. Et c'était pas du tout l'IT, c'est-à-dire que c'était au directeur d'usine d'assurer la sécurité cyber au même titre que la sécurité physique des employés des bâtiments. Aujourd'hui, le responsable cyber sur un site, c'est un responsable cyber IT. Est-ce que c'est le responsable de site? C'est qui le patron sur la cyber sur un site? Alors, on est sur de la responsabilité partagée, c'est-à-dire que là, vu que les sujets sont IT, OT, et j'ai envie de dire toute l'entreprise a pris conscience que c'est un vrai sujet. Alors, on a un patron de la cyber, Bien oui, sûr. et pour autant, la responsabilité. Alors, on n'est pas dans ce schéma encore où on a aujourd'hui, est-ce qu'on y sera un jour, j'en sais rien, où on a le responsable de site qui est responsable de la cyber. On n'y est pas. Mais la responsabilité partagée de tous les acteurs, elle est importante. D'accord. Sans dilution, parce que responsabilité partagée, parfois j'entends dilution des responsabilités. On sait qui est responsable de quoi et si ça se passe mal, on sait qui est responsable de quoi. Oui, on a mis en place des RACI qui permettent de dire OK, qui est responsable. Avant de parler du futur de Schmitt, l'intelligence artificielle dans les opérations, je ne parle même pas de la partie design, co-design mais dans les opérations, c'est un mythe, c'est quelque chose que vous commencez à appréhender, c'est déjà en prod. Ça serait pour quel type de cas d'usage? Alors aujourd'hui, on a attaqué le sujet il y a quelques années. On avait fait quelques POC qui nous ont permis de comprendre avantages et inconvénients. Ouais. Là, on a mis en prod il y a 2 ans un système d'IA, machine learning, donc on est plutôt sur le déterminisme, où là, on peut comparer la théorie et la réalité et pouvoir remonter des informations au producteur. Donc là, on a mis des choses en prod. C'est un modèle interne? Modèle interne. Alors, on D'accord. s'appuie avec des universités pour le développer. Voilà.
Donc vous faites vos écarts au standard au démarrage, vous regardez les écarts à la qualité à l'arrivée et vous travaillez sur la boucle fermée pour améliorer tout ça quelque part. Ouais, voilà. Et après, derrière, il y a l'IA chez nous, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on l'utilise, mais là où on plutôt avec un prestataire qui fait de la qualité. Donc là, c'est quelque chose qui est relativement mûr aujourd'hui sur le marché. Le contrôle par image, Ouais. c'est quelque chose qui se fait bien. Et alors la difficulté dans le bois, bien entendu, c'est tout ce qui est dessin du bois et comment faire la différence entre le dessin du nœud et l'impact qu'il pourrait y avoir, d'où l'intérêt de l'IA. Je vais encore te renvoyer au textile. Tu me fais penser je suis allé faire un tour chez Petit Bateau avec son directeur des opérations, Jean-Marc Guimet, qui m'expliquait que le computer vision, donc l'analyse qualité par image, dans la maille, c'était compliqué parce qu'il fallait trouver un trou dans des trous. Et tu as un peu le même souci. Qu'est-ce qu'un nœud? Qu'est-ce qu'un impact? Ouais. Mais après, derrière, voilà, hein, l'algo n'est pas parfait. Et donc, après, derrière, il y a du contrôle, il y a de l'échantillonnage parce que il y a toujours de l'interprétation et les événements process qui font que ce que la caméra a vu, c'est peut-être pas forcément un vrai impact, ou alors elle n'a pas vu l'impact parce qu'elle a considéré ça comme un nœud. Donc, oui, ça aide, c'est une aide. C'est pas la solution ultime non plus. Ok. Mais c'est une aide. Et c'est bien de le présenter comme ça. Et je suis d'accord avec toi. Le contrôle qualité visuelle. Pardon? Le président nous l'a dit dimanche soir, c'est une aide. Ouais. Non, mais quand tu dois mettre un opérateur qui doit pendant 8 heures regarder des planches devant les yeux, à un moment donné, il ne voit plus rien. Hein. Enfin, moi, à titre personnel, je pense que je ne verrai plus rien. Et il n'a aucune chance. Je veux dire, après, alors, je suis pas expert dans la qualité, mais on dit que pour faire un bon contrôle qualité, je crois qu'il faut qu'on regarde 5 fois, il faut que ça passe 5 fois dans les mains pour être sûr d'avoir vu tous les défauts. Se payer 5 contrôleurs dans la filée, et comme tu l'as dit, de toute façon, même si tu mets 5 contrôleurs l'un derrière l'autre, au bout d'un certain temps, il y a de la lassitude, il y a de l'habitude, enfin, il y a plein de facteurs qui font que il va passer à côté de quelque chose, donc il faut l'aider. C'est quoi si on se met un peu en mode perspective, c'est quoi les grands enjeux de Schmitt là dans les années à venir et comment vous allez pouvoir au niveau de la prod soutenir ces ambitions et ces objectifs? Alors la vision d'entreprise, c'est d'être finalement c'est de rester leader sur le marché, mais pour pouvoir y rester, la maxime de l'entreprise, c'est d'être une entreprise qui œuvre pour le développement, l'aménagement de l'habitat durable. Donc on a cette notion RSE, donc on a été certifié Bicorp il y a 2 ans. D'accord. Cette dimension RSE est quelque chose qui tient particulièrement à cœur au comité de direction et qui vraiment se déploie dans tous les niveaux de l'entreprise et dans nos projets, dans l'amélioration de l'existant, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc là, à titre d'exemple, de manière très concrète, c'est comment est-ce qu'on va réduire notre impact énergétique, comment est-ce qu'on va réduire notre consommation électrique. Et l'année dernière, on a gagné 10% dans la consommation électrique. L'objectif, c'est de continuer. Comment vous avez identifié les puits de valeur, justement à les chercher? Alors, il y a différents volets et il y en a un qui marche assez bien. C'est le BSP, que tu connais aussi, hein, le bon sens paysan. Celui-là, souvent, il suffit de remettre finalement la priorité au bon endroit et la partie énergétique, ça n'échappait à personne l'augmentation du coût de l'énergie. Ouais. Et
Et donc, nous sommes aussi impactés. Et donc, de se dire, OK, finalement, ce qui n'était peut-être pas la priorité du moment à un moment donné, à un instant T, et je pense à la période avant Covid, on avait d'autres enjeux. Ouais. Ça a été un peu relégué derrière, de le remettre au haut du panier, refait prendre les bonnes habitudes, rappelle des bons usages, des bonnes pratiques, et ça c'est déjà une bonne partie. Après, c'est sûr que plus on avance et plus ça s'est ancré, et plus ça va être compliqué de gagner, mais on a quelques pistes. Ouais, tu vas chercher le logarithme, hein. C'est le dernier pourcent du logarithme, il est toujours plus dur, hein. On arrive au terme de cet entretien. Il y a un changement de génération qui est en train de se passer là dans l'industrie. Il y a pas mal de départs à la retraite qui sont en train d'arriver et qui vont arriver dans les 10 années qui viennent. On essaye de réenchanter l'industrie. J'imagine que quand on s'appelle Schmitt, on a moins de problèmes que d'autres pour attirer les talents. Là, si tu avais à expliquer à un jeune de 16-18 ans pourquoi c'est intéressant d'orienter sa carrière aussi dans l'industrie, qu'est-ce qu'il va y trouver et pourquoi il va s'y amuser, tu lui dirais quoi? Alors, c'est vrai que on est confronté à une génération qui ne raisonne pas forcément, enfin, les jeunes qui rentrent sur le marché n'ont pas le même mécanisme de fonctionnement que je pouvais l'avoir quand moi je suis rentré sur le marché. Ouais. Euh, avec tout leur avec tout ce que ça ramène aussi de nouvelles valeurs et de finalement de où est-ce que je dois mettre la valeur. Et, moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est que on a la chance chez Schmitt de pouvoir finalement produire local Ouais. et finalement d'agir de l'intérieur pour l'amélioration de notre production industrielle et de conserver l'emploi industriel en France. Je pense que ça contribue. Et on en parle dans les médias, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, on l'entend beaucoup. Le fait de produire en France, avec notamment une énergie décarbonée, elle contribue à la réduction de notre impact sur l'environnement, certainement de manière plus forte que de consommer et d'entretenir la dette en achetant chinois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Écoute, je suis aligné avec toi et je te remercie pour évidemment tout ce partage. Je t'ai trouvé absolument passionnant et je pense que les gens qui vont écouter ce podcast également. Donc je vais te laisser retourner produire les plus belles cuisines et dressings qui seront bientôt dans nos foyers. Pendant ce temps, je vous rappelle que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire. Ça nous permet d'être mieux partagé par les algorithmes et pensez à vous inscrire aussi à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités sur les sujets de l'industrie 4.0. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.